Au nom du CERMAM, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour un nouveau débat du CERMAM consacré cette fois-ci au 10e anniversaire du printemps arabe. Bonjour Farah, Comment allez-vous? vous allez bien? Très bien. Alors, donc maintenant, Farah, elle est au Caire et Farah Ramzi, elle est chercheuse en sciences politiques. Elle s'intéresse à l'étude des mouvements sociaux, des dynamiques de contestation, des révolutions et des changements politiques et sociaux dans les situations autoritaires, notamment dans le monde arabe. Et je pense que dans le monde arabe, on a quand même une longueur d'avance dans la question des autoritarismes. Farah, elle a eu son doctorat à l'Université de Paris-Nanterre, en co-tutelle avec l'Université de Lausanne, donc elle est voisine aussi. Elle a enseigné à l'Université du Caire, mais aussi en France, à Sciences Po, Reims, Sciences Po Menton, et actuellement, elle est à Sciences Po Bordeaux. Farah, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille dans notre panel. Merci, je suis contente d'être là et n'hésitez pas à faire signe si le son ou la connexion coupe. Ce que je vais faire pour profiter bien de mes 12 minutes, c'est de vous présenter une douzaine de points divisés en 4 thématiques sur le bilan de l'après-révolution du 25 janvier 2011. Et je vais me servir de quelques photos, si vous me permettez de partager mon écran. En commençant tout d'abord par la question de la protestation, qui, par le soulèvement de 2011, a été confirmé comme le mode d'expression politique privilégié. Entre 2011 et 2013, on a vu toutes sortes de mobilisations contestataires, que ce soit contre le régime en place, en commençant par le Conseil suprême des forces armées et puis les frères musulmans quand ils sont arrivés au pouvoir. Des mobilisations pour les soi-disant grandes décisions comme les amendements constitutionnels, le choix du Premier ministre, le procès Moubarak, mais aussi de revendications qui à l'époque étaient qualifiées de mobilisations sectorielles ou, je dirais, localisées dans les universités pour des questions liées à l'activité politique universitaire, mais aussi aux conditions des études, par des Coptes pour protester contre des violences confessionnelles, mais aussi par des ouvriers. Donc, c'était vraiment le moment un moment animé et très dynamique au niveau de la protestation. Entre 2013 et 2014, le moment de la transformation du régime, c'était le moment d'affrontement entre les frères musulmans et la dite Deep State. Donc, on a vu une mobilisation protestataire très étendue par les frères musulmans qui protestaient contre le coup d'État, mais ces mobilisations ont été violemment réprimées dans une logique d'élimination d'adversaires, ce qui a limité la possibilité de prendre la rue en protestation. Après 2014, on voit que le régime réussit à contrôler la rue à partir aussi des moments exceptionnels de renouvellement de la contestation qui ont été aussi rencontrés par une répression très violente. Donc, le moment de la mobilisation contre le transfert de la souveraineté des deux îles, Tiran et Sanafir. Et puis, en 2019, quand un contracteur impliqué dans les projets de l'armée dénonce la du palais pour les généraux au pouvoir. Donc, on voit cette transformation de la logique et de la possibilité de protestation comme mode d'expression politique. Deuxième point que je voulais discuter, c'est aussi la question des partis politiques, de la reconfiguration du champ partisan. Donc, sous Moubarak, il y avait un parti majoritaire gouvernant présidé par Moubarak, qui était le Parti national démocratique. Il y avait des conflits intérieurs entre l'ancienne et la nouvelle garde, notamment autour de la personnalité de Gamal Moubarak. Il y avait une vingtaine de partis d'opposition, disons, dites loyales, qui étaient écartés, marginalisés et souvent réprimés. Il y avait les frères musulmans qui n'étaient pas un parti politique, mais qui avaient des réseaux d'action sociale et d'action politique aussi. Entre 2011 et 2013, on voit une restructuration du champ partisan avec au centre un pôle islamiste avec le parti Liberté et Justice des frères musulmans, le parti El-Nour les salafistes. On voit aussi une remodélisation de l'opposition loyale
et un pôle révolutionnaire avec des nouveaux partis créés après les élections présidentielles de 2012 qui incarnent une transformation des campagnes présidentielles et ont été marquées par un recrutement de jeunes et une présence très remarquable dans les universités et dans les élections des unions étudiantes. Aujourd'hui, on a un parti qui essaye de jouer le rôle du Parti national démocratique, qui est Mustaqbal Watan, mais il y a une grande différence par rapport au PND, dans le sens où ce n'est plus le seul acteur qui incarne le régime, mais si on voit la formation actuelle du Parlement de 2020, on voit qu'il y a d'autres partis qui sont aussi extensions du régime et des extensions des instances sécuritaires. Donc la question, pourquoi le régime essaye de s'étendre dans des corps très différents et quels sont les rapports parfois de rivalité, parfois d'alliance entre ces partis qui représentent le régime. Voilà. Un troisième point, c'est la question des jeunes, parce que même si on sait que la jeunesse n'est qu'un mot et qu'il y a eu cette critique très claire de la lecture de la révolution de 2011, une révolution de jeunesse, la catégorie de la jeunesse révolutionnaire a été prévalente dans les discours et les représentations de l'événement, mais aussi appropriée par les acteurs eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un changement de discours depuis 2013 pour parler, au lieu de la jeunesse révolutionnaire, de la jeunesse problématique, mais aussi des tentatives du régime de dessiner le rôle légitime de la jeunesse. Donc, on voit que depuis 2015, Sisi essaye de se montrer comme un président qui est pro-jeunesse, qui s'intéresse à écouter et à faire un dialogue avec la jeunesse. On voit aussi une politique de conférences nationales et internationales pour justement se montrer comme montrer l'intérêt du régime au dialogue avec l'entraînement, comme l'Académie nationale de l'entraînement, qui est formée au modèle de l'École nationale de l'administration. Il y a même des partenariats entre les deux écoles. Donc, il y a cette tentative de la jeunesse de s'approprier, du régime de s'approprier de cette catégorie de jeunes et de coopter la jeunesse dans son nouveau projet politique et social. Dernier mot, c'est l'idée de... oui, j'ai oublié aussi de parler un nouvel acteur qu'on a vu dans les élections de 2020, qui est une entité de coordination entre les jeunes partisans et politiques. Et c'est une entité aussi créée par les services de sécurité, selon les différents rapports et documentés, et qui a joué un rôle majeur dans les élections pour mobiliser et pour parler au et au nom de la jeunesse. La question qui se pose, est-ce qu'on voit un retour du régime Moubarak ou non? Il y a deux thèses concurrentes. Une thèse qui parle de la restauration autoritaire, donc c'est une thèse qui est dans la logique de la transition démocratique interrompue, et une autre thèse qui parle d'un nouvel autoritarisme, d'un nouveau régime qui a des logiques très différentes, certes autoritaires, mais où on voit les règles du jeu sont très, très différentes par rapport au régime précédent. Un compromis entre ces deux thèses, c'est l'idée d'une reconfiguration profonde des détenteurs de pouvoir qui utilisent des instruments de contrôle et des institutions déjà existantes, mais pour des finalités différentes et dans une logique différente de contrôle politique. Donc, quelques exemples, c'est les élections. Il y a eu plusieurs élections parlementaires, présidentielles, mais qui essayent de faire comme si de conserver cette logique de délégation populaire qui essaye de capitaliser sur l'élan anti-frères musulmans de 2013, même si avec le contrôle de la rue, il n'y a plus cette mouvance populaire pro-régime. Il y a aussi, on remarque un nouveau rôle des institutions judiciaires qui sont directement impliquées dans la répression politique. On remarque aussi un féminisme d'État où le régime fait exprès de se dire pro-droit de la femme. Et là, c'est la photo de Sisi qui a visité une victime d'harcèlement sexuel collectif lors d'une mobilisation pro-Sisi. C'était la première fois en 2014 de criminaliser le harcèlement sexuel.
Donc, c'est une sorte de féminisme d'État et qui ouvre des possibilités, mais qui a aussi, bien sûr, des limites qui écartent les luttes féministes par la société civile. Dernière chose, c'est aussi la question des réseaux sociaux qui sont surveillés, vu justement ce qui s'est passé en 2011, mais que cette surveillance crée aussi certaines possibilités, puisqu'il y a des cas, par exemple, qui concernent le harcèlement sexuel, qui concernent des violations de certaines lois qui sont publiées sur les réseaux sociaux et parfois on voit une réaction positive de la part du régime envers ces campagnes médiatiques. Donc, on voit une reconfiguration des acteurs et des nouveaux outils de contrôle, mais aussi de nouvelles possibilités. Farah, j'ai une question que j'ai reçue par la messagerie. Ensuite, je vous donnerai aussi, parce que tu as demandé aussi de poser une question. Alors, la question que j'ai reçue, pendant le soulèvement égyptien, beaucoup de chercheurs ont parlé de la construction d'un embryon d'une société civile. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, la société civile, disons, il faut distinguer entre les organisations de droits de l'homme qui étaient présentes en Égypte depuis la fin des années 1980, début 90, et qui ont été au centre de la lutte politique et l'opposition contre Moubarak. Et il y a d'autres organisations qui ont des buts plus de développement et les organisations aussi donc les associations de caritatives ou de toutes sortes d'actions sociales. Donc, après 2011, certes, il y a eu un booming des associations qui noyau reste le mouvement de droits de l'homme qui est ancien. Après 2013 et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, le régime impose des restrictions sur le financement. Il y a une persécution des militants des droits de l'homme. Très récemment, il y a eu trois militants de l'ONG de droits de l'homme, donc Mubadra Mosrel qui ont été mis en prison. Il y a eu toute une mobilisation internationale pour la libération de ces trois militants. Donc, bien sûr, il y a une restriction de la société civile. Et justement, je pense que ça revient aussi pas seulement pour le contrôle politique, mais par la logique de l'armée où il y a un mépris de toute forme d'activité civile. Donc, même si on s'éloigne des organisations de droits de l'homme pour toute forme d'action associative pour travailler dans le développement ou dans d'autres objectifs. Et il y a aussi ce mépris, l'idée que les militaires vont faire mieux. Les militaires sont tout à fait capables à s'occuper des besoins des citoyens. Donc, on n'a pas besoin de société civile. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Farah. Merci, merci beaucoup de nous avoir éclairé un petit peu sur ces séquences différentes un peu et je retiens un petit peu ces deux formes de retour de l'autoritarisme, c'est-à-dire le mot la restauration de l'autoritarisme, certains politistes utilisent le mot plutôt de la mise à jour de l'autoritarisme ou bien un nouvel autoritarisme sous de nouvelles dynamiques et de nouvelles formes.